Ne leur dis rien, a chuchoté ma fille, après avoir découvert une porte dérobée, dans le sous-sol de mes parents. Lors d'une visite en famille, ma fille de 12 ans a trouvé une porte cachée, dans le sous-sol de mes parents. Ne leur dis rien, a-t-elle chuchoté. Quand j'ai vu ce qui se trouvait à l'intérieur, j'en suis resté bouche bée. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fait ceci. 3 jours plus tard, ils ont reçu une lettre, et se sont mis à hurler. Je ne vais plus très souvent, chez mes parents. Non pas parce que je suis une mauvaise fille, ou quoi que ce soit de ce genre. Nous nous parlons de temps en temps, nous envoyons la classique carte d'anniversaire, mais leur rendre visite est épuisant. C'est le genre de visite où, dès que vous franchissez le pas de la porte, vous vous sentez rajeunir de 10 ans, et ce, de la pire des manières possibles. Le papier peint n'a pas changé, depuis mon enfance. Les meubles sont une collection hétéroclite de bonnes affaires, dénichées dans des vieux-greniers, et il flotte dans l'air une légère odeur, qui pourrait tout aussi bien être celle d'un linge mal séché, que de quelque chose qui pousse, caché dans les murs. Et puis, il y a ces banalités. Des mises à jour interminables sur des voisins que je ne connais même pas, la météo de ces derniers jours, et les toutes dernières mauvaises nouvelles, qu'ils ont tirées de la télévision. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit, où l'on va pour se ressourcer. Pourtant, c'était le moment de leur rendre visite, alors j'ai préparé les affaires de ma fille de 12 ans, Lucie, et nous avons pris la route. Mon mari n'est pas venu. Le travail, a-t-il prétexté, mais honnêtement, il préférerait de loin nettoyer les gouttières, plutôt que de supporter l'un de ces déjeuners interminables. Nous avons mangé à la vieille table de la salle à manger, avec les mêmes égratignures dans le bois, qui datent de l'époque où ma sœur et moi, y faisions nos devoirs. Le déjeuner était classique, quelque chose de bourratif mais vite oublié, suivi d'un thé, servi dans des tasses qui avaient miraculeusement survécu, à des décennies de cycle de lave-vaisselle. Papa est resté plutôt silencieux, regardant à moitié la télévision, allumée dans le salon. Il ne va pas très bien, depuis un certain temps déjà. Il n'est pas alité, il prend simplement les choses doucement, comme il aime le dire. Maman dit qu'il est souvent très fatigué. Il parvient tout de même, à suivre l'actualité avec attention, et à commenter les faits et gestes de chaque politicien du pays, alors ça ne doit pas être si grave que ça. Après le déjeuner, maman s'est retirée dans le salon avec papa, me laissant seul dans la cuisine avec la vaisselle. Lucie avait tourné en rond toute l'après-midi, s'ennuyant à mourir. Je me suis dit qu'elle était montée jouer sur son téléphone, ou peut-être lire un peu. Je venais tout juste de finir de rincer une assiette, lorsqu'elle est apparue, silencieuse, dans l'embrasure de la porte. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé avec cette expression aux yeux écarquillés, qui pouvait tout aussi bien signifier, il y a une énorme araignée, que, je viens de découvrir un trésor enfoui. Tu dois venir avec moi, a-t-elle chuchoté. J'ai fermé le robinet. Qu'est-ce qui se passe? Elle a jeté un bref coup d'œil furtif, en direction du salon. Ne leur dis rien. Viens, c'est tout. J'ai hésité un instant. Normalement, c'est à ce moment précis qu'un parent rétorque, dis-moi tout de suite ce qu'il y a, mais quelque chose dans l'expression de son visage m'a fait comprendre, qu'elle ne le ferait pas, alors je me suis séché les mains, j'ai jeté le torchon sur mon épaule, et je l'ai suivie. Elle s'est dirigée, d'un pas très décidé, vers la porte du sous-sol. Habituellement, nous ne descendons jamais là-bas. Ce n'est pas une zone interdite, c'est juste que il n'y a aucune raison d'y aller. C'est rempli de cartons, de vieux outils rouillés, et de morceaux de meubles disparates, que mes parents jurent qu'ils pourraient utiliser un jour. Les marches ont grincé sous notre poids, tandis que nous descendions dans l'air frais et sombre. Le sous-sol avait exactement la même apparence que d'habitude. Un sol en béton poussiéreux, des cordes à linge tendues à travers le plafond, et des piles d'objets, qui n'avaient probablement pas été touchés depuis des années. Mais Lucie s'est déplacée avec une véritable détermination, se faufilant avec agilité entre les piles de carton, jusqu'à ce qu'elle atteigne le mur du fond. Là, contre le coin, se dressait une vieille étagère encombrée, remplie de pots de peinture et d'outils de jardinage. Sans dire un mot, elle a agrippé le côté du meuble, et a poussé. L'étagère a légèrement raclé le sol, juste assez pour révéler l'existence d'une porte étroite. La peinture était de la même couleur terne que le reste du mur, mais le loquet était flambant neuf, brillant, comme s'il avait été installé très récemment. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Lucie s'est simplement agenouillée, et a fait basculer le loquet. Il s'est ouvert dans un petit clic, au son doux mais résolu.
Elle a poussé la porte vers l'intérieur, et immédiatement, l'air ambiant a changé du tout au tout. L'air m'a frappé en plein visage, chaud, épais, et particulièrement lourd. Il collait à ma peau, comme la vapeur brûlante, s'échappant d'une marmite en ébullition. L'odeur était piquante et chimique, presque doucereuse, le genre d'odeur qui vous fait immédiatement picoter la gorge. Je l'avais déjà senti auparavant, quelque part, mais je n'arrivais pas à la situer précisément. Je savais seulement que ce n'était pas le genre de chose que l'on souhaite avoir dans sa maison, à moins de chercher à masquer une autre odeur. La pièce au-delà de la porte était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une fine bande de lumière, provenant du couloir situé derrière nous. Quelque part dans cette noirceur, de l'eau s'égouttait, lentement, délibérément, chaque goutte résonnant dans le silence, comme une horloge égrenant un compte à rebours. En dessous, un faible bourdonnement faisait vibrer le sol, un son régulier et mécanique, le genre de bruit que l'on entend dans les pièces verrouillées, où d'importants équipements sont en marche. J'ai fait un pas, juste à l'intérieur de la pièce. L'air y était nettement plus chaud, presque étouffant. Mes chaussures ont légèrement collé au sol, ce qui m'a forcé à m'arrêter net. L'odeur chimique m'a enveloppé, douce et piquante, tout à la fois. Et puis, il y avait cette lumière. Pas très vive, mais suffisante pour accrocher l'éclat de surface lisse et étincelante, située plus profondément dans la pièce. Les reflets se déplaçaient doucement, comme s'ils réagissaient à un mouvement que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Je sentais le regard de Lucie sur moi, observant attentivement, dans l'attente de ma réaction. Je n'ai pas avancé d'un pas de plus. Mon cœur battait la chamade, même si je n'étais pas vraiment sûr de la raison. Quoi que ce soit, cette pièce n'avait pas sa place ici. Pas dans cette maison. Pas derrière une porte dérobée, dans un sous-sol que je croyais pourtant bien connaître, et je n'avais absolument aucune idée de ce dans quoi je venais de mettre les pieds. En grandissant, j'étais l'enfant responsable. Ce n'est pas un insigne de mérite que l'on gagne. C'est une étiquette que vos parents vous collent sur le front, pour pouvoir se sentir bien, à l'idée de vous dire non. Si je voulais quelque chose ou une nouvelle veste, ou ces belles baskets que tous les autres avaient, j'avais droit à un long discours. Sur combien cela coûtait cher, sur le fait que cela ne valait pas cet argent, et sur la nécessité pour moi de penser à long terme. L'implication était très claire. Demander ces choses, c'était faire preuve de gaspillage. Et j'ai parfaitement assimilé la leçon. Je pensais sincèrement qu'il me faisait confiance, pour être mature, et que j'étais spécial, parce que je comprenais la vraie valeur de l'argent. Et puis, ma sœur est née 5 ans plus tard, et soudainement, toutes les règles ont changé. Elle avait droit à des friandises, des voyages, et des journées amusantes. J'ai même entendu maman dire un jour, eh bien, elle est encore toute petite, elle a bien le droit de s'amuser. Je me souviens m'être demandé, qu'est-il arrivé à toute cette philosophie, du « il faut être raisonnable » ? Au fil du temps, j'ai remarqué ce schéma récurrent. Pour moi, des leçons sur l'épargne, les dépenses prudentes, et l'art de se débrouiller avec peu. Pour elle, des glaces à volonté, des parcs d'attractions, et de beaux séjours au ski. Et parfois, je découvrais après coup qu'il s'était offert ces belles choses, sans jamais m'en parler. Quand le sujet finissait par être abordé, on me le présentait toujours, comme une occasion spéciale, quelque chose qui s'était simplement présenté. Je me suis convaincu que c'était parce qu'ils étaient plus âgés, et plus détendus désormais. Et peut-être, qu'une part de moi ne voulait pas trop s'attarder sur cette cruelle injustice. J'ai grandi, je me suis marié, et j'ai eu ma fille. Ma sœur est restée célibataire, et s'est toujours montrée très impliquée avec mes parents. Ma vie à moi était modeste, mais stable. Je travaillais, je payais sagement mes factures, et je faisais le voyage de temps en temps, pour aller les voir. Il y a 3 ans, les choses ont basculé. Je venais tout juste d'obtenir une promotion, ingénieur en logiciel, avec un salaire tout à fait décent. Pour la toute première fois de ma vie, je pouvais vivre confortablement. Pas de manière extravagante, bien sûr, mais confortablement. Et puis, papa est tombé malade. Rien de soudain, juste un diagnostic. Il n'avait pas d'assurance maladie adéquate. Les bons traitements coûtaient cher, me disait-il. Le genre de dépenses, qui engloutissent rapidement des pensions de retraite entières. Au téléphone, maman avait l'air terrifiée. Je pouvais presque l'imaginer assise à la table de la cuisine, les factures médicales étalées devant elle. Je n'ai même pas hésité une seconde. Je suis l'enfant responsable, vous vous souvenez ?
J'ai commencé à leur envoyer 2000 € chaque mois. Tous les mois, sans faute. C'était l'intégralité de mon argent de reste, une fois mon loyer, ma nourriture et les factures habituelles payées. J'ai abandonné toute idée d'acheter une maison. Je ne réservais plus aucune vacance. Si je désirais quelque chose de non essentiel, je pensais immédiatement à papa, et je fermais l'onglet de mon navigateur. À chaque fois que je leur rendais visite, la maison avait exactement la même apparence. Modeste et légèrement défraîchie. Les vieux meubles, les tapis usés. Absolument rien qui puisse suggérer qu'ils menaient la grande vie. Maman me disait que ma sœur les aidait, en étant plus souvent présente à la maison, puisque l'état de santé de papa nécessitait un soutien quotidien. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'elle participait financièrement. Pendant 3 longues années, j'ai cru dur comme fer, que je faisais ce qui était juste. Que j'aidais ma famille. Pendant 3 ans, j'ai cru que je faisais ce qu'il fallait. Aider. Et puis, il y a eu cet après-midi, dans ce sous-sol. L'air en bas était toujours le même. Épais, chaud, avec cette saveur acrée chimique, qui s'accrochait douloureusement au fond de ma gorge. La porte que ma fille avait découverte, restait grande ouverte, la fine bande de lumière provenant du couloir, se déversant largement sur le sol. J'ai avancé un peu plus à l'intérieur de la pièce. Mes chaussures ont produit un faible bruit collant sur le sol, comme s'il y avait une sorte de résidu gluant. Le bourdonnement que j'avais entendu plus tôt, s'était fait plus fort, rejoint désormais par le son lent et rythmique, de l'eau s'égouttant quelque part dans l'ombre. Lucie se tenait juste derrière moi, observant tout, et attendant sagement. Ma main a frôlé le mur, et a heurté quelque chose en plastique. J'ai tâté la surface, jusqu'à ce que mes doigts trouvent un interrupteur. Je l'ai allumé. La lumière a jailli avec un léger bourdonnement, et l'espace d'une seconde, j'ai cru que mon cerveau était en décalage avec mes propres yeux. Au beau milieu de la pièce, un bain à remous bouillonnait paresseusement, d'épaisses volutes de vapeur s'élevant dans l'air. Dans un coin, un sauna aux parois de verre brillait doucement, diffusant cette lumière dorée si caractéristique, que l'on voit généralement dans les brochures de spa de luxe. Des étagères alignées le long d'un mur, étaient remplies de serviettes blanches moelleuses, et de rangées bien nettes de bouteilles. Des bouteilles d'huiles essentielles, des sels de bain, et du champagne. Du vrai champagne. Pas le vin mousseux de supermarché, que j'achète lorsque j'ai envie de me faire un petit plaisir. Je suis resté planté là, à tout absorber. 3 années. 72 000 €. J'ai repensé au loyer que j'avais payé, au lieu d'épargner pour acheter ma propre maison, au voyage que j'avais refusé à ma fille, en lui disant que nous n'en avions pas les moyens, et aux anniversaires que j'avais revus à la baisse, tout simplement parce que l'argent se faisait rare. Et pendant tout ce temps, ils étaient là en bas, à se prélasser dans la vapeur d'eucalyptus, et à se verser des bulles, dans des flûtes en cristal. Ce n'était pas seulement un spa. C'était absolument tout. Chaque mensonge est honté. Chaque « merci » qui sonnait faux. Chaque fois qu'ils m'ont regardé dans les yeux, en me laissant croire que c'était grâce à moi que papa restait en vie. Je pouvais sentir la chaleur de la pièce, me brûler le visage, et je me suis soudain rendu compte que mes mains agrippaient fermement le cadre de la porte. C'est probablement grâce à cela que je ne suis pas entré en trombe, pour vider tout leur champagne dans les canalisations. Quoi que j'aie pu penser de mes parents auparavant, mes pensées actuelles étaient bien différentes. Je ne faisais pas confiance à ma propre bouche, pour dire quoi que ce soit dans ce sous-sol. Si je l'ouvrais, je n'étais vraiment pas sûr de ce qui en sortirait. Je ne faisais pas confiance à ma propre bouche, pour dire quoi que ce soit, dans ce sous-sol. Si je l'ouvrais, je n'étais pas sûr de ce qui en sortirait. Alors, j'ai juste continué à regarder pendant un long moment, j'ai tout mémorisé, j'ai pris quelques photos rapides avec mon téléphone, et j'ai fini par reculer. Lucie a doucement remis l'étagère à sa place, scellant la porte, comme si nous dissimulions une véritable scène de crime. Et peut-être bien que c'était le cas. On s'en va, ai-je murmuré. Lorsque nous sommes retournés dans la cuisine, l'odeur normale de la maison aux huiles de cuisson, et la lessive en poudre m'a frappé, comme une vieille photographie que l'on n'arrive pas à situer. Tout me semblait tellement faux. Comme si les murs eux-mêmes cachaient un lourd secret. Dans le salon, mes parents étaient assis côte à côte, sagement devant la télévision. Ma mère a jeté un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Je pouvais la sentir me dévisager, attendant de voir ce que j'allais bien pouvoir dire.
J'ai gardé une voix parfaitement posée. Nous devons y aller. J'ai eu un imprévu. Papa a mis la télévision en sourdine. Tout va bien? J'ai hoché la tête, une seule fois. Très bien. Le mot m'a donné l'impression de m'écorcher la gorge en sortant. Nous nous sommes dit au revoir. Je les ai enlacés. Une étreinte rapide, purement fonctionnelle. Mais le contact m'a semblé atrocement différent. Comme si j'étreignais de parfaits inconnus, dont on m'avait simplement affirmé qu'ils étaient ma famille. Leur corps m'était familier, mais la chaleur que je ressentais autrefois s'était totalement évanouie. Le trajet du retour s'est fait dans un lourd silence. Le genre de silence écrasant, qui pèse de tout son poids. Les maisons défilaient, floues à l'extérieur de la voiture. Lucie traçait une ligne avec son doigt, sur la vitre embuée. Finalement, elle a osé prendre la parole. Tu es contrarié. Oui, ai-je admis du bout des lèvres. Vas-tu leur dire quelque chose? Pas encore. Elle a hoché la tête, et s'est remise à dessiner des formes, sur la vitre froide. De retour à la maison, j'ai posé mes clés, et je suis resté un moment figé dans la cuisine, les mains posées à plat sur le plan de travail. La maison me semblait bien trop calme, comme si elle attendait que j'explique enfin ce qui venait de se passer. J'ai appelé mon mari, pour qu'il me rejoigne. Il a jeté un seul regard à mon visage, et n'a même pas pris la peine de formuler la version polie du fameux « Comment ça s'est passé ?» Qu'est-ce qu'il y a, a-t-il demandé. Ils m'ont menti, ai-je lâché. Pendant 3 longues années. Il est resté silencieux, attendant la suite. Ils n'ont pas du tout dépensé cet argent pour un quelconque traitement. Ils l'ont dépensé pour... Je me suis arrêté net. Le dire à voix haute le rendait presque totalement ridicule. Un spa. Dans leur propre sous-sol. Je n'ai pas beaucoup dormi, cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les serviettes moelleuses, le champagne, et la vapeur brûlante. Au matin, ma colère s'était transformée en quelque chose de bien plus froid, et de beaucoup plus méthodique. J'ai fait une liste. Si je devais m'engager là-dedans, j'avais absolument besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Premièrement, confirmer que papa n'était pas réellement malade. Deuxièmement, découvrir où était passé le reste de tout mon argent. J'ai commencé par le premier point de ma liste. Le nom de Marc figurait toujours dans mes contacts. Un vieil ami de la famille, et un ancien partenaire de golf, le genre d'homme qui est au courant de la vie de tout le monde, sans même avoir besoin d'essayer. « Salut Marc, c'est moi », lui ai-je dit, lorsqu'il a décroché. Il avait l'air, sincèrement ravi de m'entendre. « Eh bien, ça c'est une sacrée surprise. Comment vas-tu depuis le temps? » « Très bien. Écoute, j'ai une petite question rapide à te poser. Papa n'a pas été très en forme, ces dernières années, n'est-ce pas? » Un silence s'est installé. « Pas en forme? C'est ce qu'ils t'ont raconté? » Marc a lâché un petit rire sec. Nous avons couru un semi-marathon ensemble, au mois d'avril. Il m'a battu à plate couture, avec 10 bonnes minutes d'avance. J'ai resserré ma prise, sur le téléphone. Ah. Je vois. Et figure-toi qu'ils en ont bien profité, a-t-il poursuivi allègrement. Hawaï, les week-ends dans la région des vins, sans oublier ce fameux complexe thermal, dans le nord. Il s'est soudainement arrêté. Attends un peu, tu n'étais pas au courant? Non, ai-je répondu, la voix beaucoup plus tranchante que je ne l'aurais souhaité. Je n'étais absolument pas au courant. Lorsque j'ai raccroché, j'ai eu la désagréable impression d'avoir été parachuté, en plein milieu de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à creuser. Mes parents ne publient pas grand-chose en ligne, mais d'autres personnes le font pour eux. Il n'a pas fallu bien longtemps, pour les retrouver. Identifiés sur des photos de vacances à Hawaï, papa arborant fièrement un collier de fleurs autour du cou, maman avec son chapeau de soleil et ses lunettes noires, tenant un cocktail surmonté d'un petit parapluie en papier. En faisant défiler les publications plus anciennes, j'ai trouvé des clichés de ce fameux complexe thermal, tout sourire, emmitouflé dans des peignoirs, avec des flûtes de champagne à la main, mais aussi des dîners de groupe, des visites de vignobles, et des verres qui trinquaient. Sous des guirlandes lumineuses. Je suis resté assise là, à fixer mon écran, tandis que mon thé refroidissait à côté de moi. En fin d'après-midi, j'avais créé un dossier sur mon bureau,
simplement nommé « preuve ». À l'intérieur, j'y avais rangé les captures d'écran de chaque photo de vacances que j'avais pu dénicher. Des copies des messages larmoyants, dans lesquels il me réclamait de l'argent pour le traitement. Les relevés bancaires, prouvant de manière irréfutable mes virements mensuels. Et bien sûr, les photos que j'avais prises dans leur sous-sol. Regarder ce dossier me faisait l'effet de regarder un cercueil de l'intérieur. Ce soir-là, j'ai annoncé à mon mari, je vais tout récupérer. Il n'a même pas demandé comment. Il a simplement répondu, parfait. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate. Je lui ai raconté l'histoire, dans ses moindres détails. L'histoire fabriquée de la maladie, l'argent détourné, le luxueux spa, et les vacances de rêve. Je lui ai envoyé le dossier complet. 1 heure plus tard à peine, elle me rappelait. Vous avez là un cas de fraude, tout ce qu'il y a de plus clair. Je peux rédiger une mise en demeure officielle. S'ils ne répondent pas, nous passerons à la vitesse supérieure. Faites-le, lui ai-je dit d'un ton sec. 2 jours plus tard, la lettre était fin prête. Elle était courte, d'une froideur chirurgicale, et glaciale comme l'hiver. 72 000 €, un délai de 14 jours pour payer, avec toutes les preuves accablantes jointes au courrier. Nous l'avons envoyé par courrier recommandé, ainsi que par email. 3 jours seulement après ma découverte de la pièce secrète, la lettre était déjà sur le pas de leur porte. Je n'avais même pas besoin d'être sur place, pour savoir à quel moment exact ils l'ont ouverte. 3 jours après la découverte de cette pièce cachée, mon téléphone s'est mis à sonner. Je n'ai même pas eu besoin de regarder le nom qui s'affichait sur l'écran. Tu as complètement perdu la tête, a aboyé maman, avant même que je ne puisse prononcer un mot. Comment as-tu pu faire une chose pareille, à tes propres parents? Assez facilement, en réalité, lui ai-je répondu d'une voix placide. Tu nous as donné cet argent de ton plein gré, parce que tu le voulais bien. Tu ne peux pas simplement décider de le reprendre maintenant. Tu m'as affirmé que c'était pour le traitement médical de papa, lui ai-je rappelé sans ciller. Alors de 2 choses l'une, soit vous m'avez menti à ce moment-là, soit vous me mentez aujourd'hui. C'est à vous de choisir. Ce n'était pas exactement ça, a-t-elle bredouillé, son ton s'adoucissant légèrement, comme si elle croyait pouvoir encore me cajoler, et me faire changer d'avis. Il ne se sentait vraiment pas bien. Au début, nous ne savions même pas de quoi il s'agissait. Alors prouvez-le. Montre-moi le fameux diagnostic, les factures de l'hôpital, n'importe quoi. Un lourd silence s'est installé à l'autre bout du fil. Puis elle a lâché, tu es censé nous faire confiance. Nous sommes tes parents, après tout. La confiance s'est envolée par la fenêtre, il y a exactement 3 jours, ai-je rétorqué froidement. Si vous ne réglez pas cette situation immédiatement, je laisserai la police s'en charger. Et j'ai raccroché. Le silence qui a suivi cet appel était assourdissant. J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir, écran vers le bas, tandis que les appels manqués et les messages vocaux s'empilaient à une vitesse folle. Maman, papa, ma sœur, et même ma tante. Ils utilisaient tous des mots différents, mais le message de fond restait exactement le même, tu es en train de détruire notre famille. Ma fille a entendu certains de ces messages. Elle n'a rien dit pendant un bon moment, se contentant de s'attarder silencieusement dans l'embrasure de la porte pendant que je cuisinais, comme si elle brûlait d'envie de me demander quelque chose. Un soir, elle a fini par se lancer. Est-ce que cela veut dire que nous n'allons plus les revoir? Je ne sais pas, lui ai-je répondu en toute honnêteté. Pas avant un bon bout de temps, en tout cas. Elle a hoché la tête. Je pouvais lire de la tristesse dans ses yeux, mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Une sorte de compréhension silencieuse. Elle avait vu ce spa, elle aussi. Mon mari, lui, m'a aidé à tenir bon. Quand les appels se faisaient trop insistants, il prenait mon téléphone, et les laissait tous basculer sur la messagerie vocale. Il ne me forçait pas à en parler tous les jours, mais lorsque j'en ressentais le besoin, il écoutait avec attention, sans jamais essayer de tout arranger à ma place. Et c'était amplement suffisant. J'ai fini par revoir mon avocate, et nous avons officiellement remis le dossier entre les mains de la police. Cette partie du processus a avancé beaucoup plus lentement que je ne l'avais imaginé. Des semaines de va-et-vient incessant, de déclarations formelles, et de lettres échangées par avocats interposés. Mes parents se sont battus avec acharnement, affirmant qu'il s'agissait d'un simple malentendu, et que j'interprétais mal la situation. Ma sœur m'a envoyé des textos interminables,
pour me dire à quel point je les soumettais à un stress insoutenable. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire. Au bout du 2e mois de procédure, il est devenu évident qu'ils n'allaient pas obtenir gain de cause. Le choix qui s'offrait à eux était des plus simples, me rembourser intégralement, ou faire face à des poursuites pénales. Ils ont choisi de rembourser, bien qu'à contre-cœur. L'argent proviendrait de la vente de leur maison, luxueuse pas inclus. La vente ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ils ont traîné des pieds, se sont plaints amèrement du prix de vente, et ont délibérément retardé la mise sur le marché. Mon avocate a alors clairement fait savoir à la leur que chaque semaine de retard supplémentaire laissait l'affaire pénale grande ouverte. C'est ce qui a permis de faire avancer les choses de manière décisive. Plusieurs mois plus tard, la vente a enfin été conclue. Le remboursement s'est effectué en 2 parties distinctes, la plus grosse part provenant directement de la vente, et le reste échelonné selon un plan de paiement, dûment signé et légalisé. Lorsque le virement a finalement atterri sur mon compte en banque, j'ai fixé le montant affiché pendant un long moment. Je m'attendais à ressentir un immense sentiment de triomphe. Au lieu de cela, je me suis simplement senti soulagé et épuisé. Un soir, mon mari et moi étions assis sur le canapé en train de parcourir les photos de l'annonce immobilière en ligne. Les pièces avaient été parfaitement mises en scène, chaque surface brillait de 1000 feux. Et là, au beau milieu du diaporama de photos, trônait fièrement le fameux spa. La vapeur s'élevait élégamment dans l'air, et des coupes de champagne étaient nonchalamment posées sur le rebord. J'ai souri. Ça leur va beaucoup mieux, sur des photos, ai-je commenté. Il a souri à son tour. Quel dommage pour eux, que ce ne soit plus à eux désormais. Le week-end suivant, j'ai ouvert un tout nouveau compte d'épargne, et je l'ai nommé avec une pointe de fierté, à compte maison. Je l'ai annoncé à ma fille, en lui expliquant que cet argent était destiné à une maison, qui serait vraiment à nous un jour. Son visage s'est illuminé de joie, comme si je venais de lui promettre la lune. C'était une sensation assez étrange, de voir la maison de mes parents, passer entre les mains de parfaits inconnus. Mais d'une certaine manière, j'avais l'impression que justice avait enfin été rendue. Le remboursement est arrivé en 2 fois. Le jour de la signature de la vente de leur maison, mon avocate m'a transféré la somme forfaitaire, de 58 000 €. Le reste, soit 14 000 €, arriverait sous forme de versement mensuel de 500 €, jusqu'à ce que le solde soit totalement apuré. Chaque paiement serait viré, directement sur mon compte, le premier jour de chaque mois. Voir ce premier versement atterrir, m'a procuré un sentiment de satisfaction, bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Pas pour l'argent en lui-même, mais pour tout ce qu'il représentait symboliquement. La maison de mes parents, le spa et tout le reste, appartenaient désormais à quelqu'un d'autre. Ma mère a dû trouver cela un peu déprimant. Leur nouveau loyer était certes gérable, mais de justesse. Je n'ai évidemment pas appris ces détails de leur bouche. Nous n'avons pas échangé le moindre mot, depuis que toute cette histoire a commencé. Mais les rumeurs vont vite. Un jour, mon cousin m'a envoyé un texto. J'ai croisé ta mère à la caisse du supermarché. Elle ne m'a pas vu. Un de leurs voisins a confié à un ami commun, que mon père travaillait désormais le matin, comme agent d'accueil dans un magasin de bricolage. Après 3 années passées à profiter de leur retraite, ils pointaient soudainement de nouveau à l'usine. Pas dans les emplois confortables qu'ils avaient quittés, mais dans n'importe quel poste qu'ils pouvaient trouver. Ma sœur n'a pas non plus été épargnée par les retombées. Sans mes transferts d'argent mensuels pour les maintenir à flot, son rôle de grande aidante de la famille s'est très vite évaporé. J'ai appris, par l'intermédiaire du même cousin, qu'elle travaillait désormais à temps plein, dans un cabinet dentaire, un emploi qu'elle déteste cordialement. Apparemment, elle se plaint sans cesse, que sa vraie vie a été mise entre parenthèses. C'est peut-être mesquin de ma part, mais je ne peux m'empêcher de ressentir une petite pointe de satisfaction vengeresse. La vie, pour moi et pour ma fille, a commencé à prendre une tournure différente, de manière presque immédiate. Nous avons continué à gérer notre budget avec une grande rigueur, et nous avons placé la somme forfaitaire dans un compte séparé, sobrement intitulé « Maison ». Quelques mois plus tard à peine, j'avais rendez-vous avec un courtier en prêts hypothécaires. Les chiffres étaient solides et prometteurs. Dès le printemps, j'avais enfin trouvé la perle rare. Une charmante maison de 3 chambres, baignée de lumière exactement là où il le fallait, avec un petit jardin, que ma fille pouvait enfin appeler le sien.
J'ai versé les 58 000 € d'acompte, et pour la toute première fois depuis des années, je ne payais plus simplement, pour la maison de quelqu'un d'autre. J'investissais enfin, dans la nôtre. Le jour de notre emménagement, ma fille s'est tenue au milieu du salon encore vide, avec un sourire si radieux, que je pouvais apercevoir l'espace entre ses dents du fond. C'est à nous, a-t-elle murmuré, comme si elle n'arrivait toujours pas, à y croire totalement. Et moi non plus, pour être tout à fait honnête. Parfois, j'entends encore de vagues échos, de la nouvelle vie de mes parents. Mon père, qui discute du prix du bois d'œuvre avec des clients, ma mère, qui scannait machinalement des boîtes de céréales pour des gens qu'elle essayait autrefois d'impressionner. Toujours par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, jamais directement. Je ne m'en réjouis pas ouvertement, mais je me souviens parfaitement du spa, du champagne hors de prix, et de la montagne de mensonges. C'est tout de même drôle de se dire, que l'argent qu'ils m'ont lâchement volé, est précisément celui que j'ai utilisé, pour prendre un nouveau départ dans la vie. Ai-je été trop loin, ou pas assez? N'hésitez pas à me donner votre avis, dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, pour plus d'histoires.